Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 17 avril. Les réactions n'en finissent pas en RDC après les déclarations du président rwandais Paul Kagame sur son regard dans la crise dans la région des Grands Lacs. À la une également au début aujourd'hui du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale. Le programme a été lancé par le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya. Et puis à l'international, le Soudan à feu et à sang au troisième jour des combats en pleine capitale. On compte déjà plus de 100 civils tués. Bonsoir à tous. Dans un communiqué officiel de la primature rendu public ce lundi 17 avril, il est indiqué qu'après adoption au Conseil des ministres, le Premier ministre Sama Lukonde a signé 2 décrets dont la substance porte sur la prorogation de la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA en sigle sur les produits de première nécessité et sur certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier jusqu'au 31 décembre de cette année. Et puis, je l'annonçais en titre, c'est une polémique de plus dans la région de Grand Lac, dont la région de Grand Lac aurait pu se passer. Les propos du président Paul Kagame, le président rwandais, sur les véritables causes de crise dans la région. À ses yeux, l'homme d'État remonte à l'époque coloniale pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, affirmant que les terres rwandaises auraient été cédées au Congo. Réponse cinglante du côté congolais, historiens et autres intellectuels ne sont pas en reste. C'est un document de la rédaction de Géopolis. En 30 ans de crise, le fond du problème semble être posé dans les guerres successives dans la région. La question des terres et des frontières. Pour Paul Kagame, c'est de cela qu'il s'est toujours agi. Les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire, divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc., etc. Après avoir instrumentalisé les questions des Congolais rwandophones qui seraient l'objet de discrimination en RDC, après avoir agité le spectre de FDLR caché au Congo qui mijoterait une revanche à retourner au Rwanda, voici que l'histoire entre en scène pour servir d'alibi à une guerre qui a déjà fait des millions de morts. L'histoire cependant ne s'embarrasse pas de la demi-mesure politicienne. Cette histoire est mieux racontée par des professionnels. En ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, si on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. Pour d'autres acteurs de la vie publique, la réaction de la RDC doit être sans appel. Il a avoué que c'est lui qui est en train de mener la guerre à la République démocratique du Congo. Donc notre réaction doit être farouche et catégorique. Aujourd'hui, c'est à se demander à quoi joue réellement le leader rwandais. Sa prise de parole risque de conduire à une nouvelle escalade dans la région des Grands Lacs. Toujours dans le domaine sécuritaire, lancement du programme de démobilisation et désarmement, réinsertion communautaire et sociale dans la province de l'Ituri. 120 éléments du groupe armé Codeco et FRPIC ont déposé leurs armes auprès du gouverneur militaire de cette province sous état de siège. La cérémonie a eu lieu ce lundi 17 avril à Bunia, capitale de cette province, riche en or. Suivez ce reportage. Mes sincères félicitations. Je sais que vous avez été parmi les premiers. Quand personne ne croyait au processus, vous êtes venus chez nous, vous avez
exprimé le désir de rendre les armes. Et depuis ce temps-là, vous n'avez pas changé. Félicitations. Après plus d'une année d'attente, le programme de désarmement et de mobilisation annonce déjà ses couleurs. À Ituri, 120 éléments ici de groupes armés Codeco et FPIC ont répondu présents à la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de participer aux efforts de la paix et de la stabilité de cette province. Plus de 20 000 miliciens sont attendus tout au long de ce processus pour le bien-être de la population de l'Ituri, a dit le colonel magistrat Pierre Gide Bossalé, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles du pays de DERCES. On a sur le site une centaine de gens, les ex-combattants qui sont venus principalement d'ici, du territoire d'Irumu. On espère qu'à partir de ce geste, ceux qui hésitent encore, ceux qui sont encore réticents, vont comprendre qu'il est temps de venir à la paix et de rejoindre les autres. Et on a suffisamment d'infrastructures pour les accueillir. Parlant au nom du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Shomajoni, a interpellé la conscience collective des Ituriens au pardon sincère, le vivre ensemble, avant d'inviter certains miliciens réfractaires à rejoindre ces programmes. Donnez la paix à ces enfants. Donnez l'avenir, chers leaders. Donnez la paix à vos enfants. Ces enfants-là ne peuvent pas se tuer s'ils savent qu'ils ont des parents qui peuvent, n'est-ce pas, leur demander d'arrêter. Est-ce qu'à un certain moment, on ne peut pas dire on arrête? Donc venez ici, avec les moyens que nous aurons. Yamingi Yao Kidogo, venez ici. Mais montrez que vous aimez la paix. Pour la notabilité locale, le lancement de ce programme constitue un espoir pour la paix en Ituri. Sincèrement, nous sommes ceux-là qui nous réjouissons de voir que là, le soleil est en train de vouloir apparaître et que cette luminosité va effectivement donner la paix et la paix tant attendue par les fils et filles de l'Ituri. Pour s'assurer de la prise en charge holistique des ex-combattants, le gouvernement militaire a eu droit à une visite guidée des installations de ces sites. Pour l'instant, place à la paix. Toujours dans la province de l'Ituri, en territoire de Djougou, les forces armées de la RDC ont neutralisé le week-end dernier 14 miliciens de Codeco et blessé 4 autres pendant des combats qui ont suivi les attaques de cette milice et ont causé la mort de 62 civils. L'armée loyaliste a à présent pris le contrôle de ce territoire et le dispositif sécuritaire a été renforcé pour davantage protéger la population. Jojo Moulamba et Ene Kabamba. Sécuriser la population ici bien reste le seul objectif du gouvernement militaire de la province de l'Ituri. Après avoir repoussé le milicien Codeco qui ont encore une fois endeuillé le territoire des Djougou, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris le contrôle de villages attaqués par ces hors-la-loi. Exactement, c'est dans ce cadre-là que le commandant des opérations, le gouvernement militaire a donné l'ordre pour que ces gens-là puissent... c'est dans ce cadre-là qu'il y a une équipe. Nous avons fait le renfort qui est sur place, c'est ce qui ont permis à poursuivre l'ennemi qui n'ont même pas voulu combattre avec les forces armées. Malheureusement, ils se rebattent à la population. Pour le moment, tout est maîtrisé. Nous continuons avec les opérations de patrouille de combat et puis la poursuite de l'ennemi. Alors que certains groupes armés continuent à boycotter les accords de Nairobi, d'autres ont décidé par contre de s'inscrire dans le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et sociale qui venait d'être lancé en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Lubuyanka Shama. Il y a eu aujourd'hui lancement des opérations de désarmement, lancement officiel de désarmement, des opérations de désarmement et de mobilisation de groupes armés locaux, entre autres une France de la Codeco et la FPIC. C'est aujourd'hui, au nom de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de la Défense, que le militaire a lancé aujourd'hui cette cérémonie de désarmement. Le retour effectif de la paix en Ituri reste un processus qui nécessite la participation de tous les Ituriens. De l'Ituri, revenons à Kinshasa avec cette nouvelle dans le secteur de ressources naturelles où la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay,
a soumis au Conseil des ministres le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection Générale de Mines. Mais quelles sont les missions de cette nouvelle structure? Réponse avec Dieudonné Boinali. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a soumis au Conseil des ministres tenu en présentiel le vendredi 14 avril dernier les projets de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection Générale des Mines, IGM en sigle. Elle a pour mission, entre autres, de lutter contre la fraude et la contrebande minière sous toutes leurs formes, de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de l'exécution des mesures pratiques de collaboration sur le terrain entre les services et organismes publics ayant dans leurs attributions la lutte contre la fraude et la contrebande dans le secteur des mines. Mais qu'en est-il de son autonomie administrative et financière? La ministre des Mines a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection Générale des Mines, IGM en sigle. Doté de l'autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité du ministre ayant les mines dans ses attributions, ce service public entend donc renforcer la synergie entre les services de l'État habilités dans les mécanismes de lutte contre la fraude et la contrebande minière, contrôler et veiller à la traçabilité des produits miniers du site d'exploitation au point d'exportation. Pour le gouvernement, il est question de consacrer les efforts et les moyens nécessaires pour permettre au secteur minier de jouer son rôle véritable de levier de développement socio-économique du pays. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté par les conseils. 500 nouveaux bus Esprit de Vie seront bientôt déversés sur les routes de la capitale Kinshasa pour le transport en commun. Annonce faite par le ministre national des Transports, Voies de communication et désenclavement. Mais face aux multiples problèmes et difficultés des transports à Kinshasa, penser à la diversification des moyens de transport ne serait-elle pas une stratégie adéquate que de se concentrer sur la seule voie routière? C'est le dossier du jour signé Enoch Issei. Plus ou moins 500 bus Esprit de Vie vont bientôt être déversés sur les artères de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour les transports en commun afin de faciliter la circulation des Kinoises et Kinois. L'idée est de faire en sorte que la capitale congolaise soit inondée de bus neufs et sécurisés pour les transports en commun, vœu du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Néanmoins, en février dernier, pour améliorer les conditions de vie des étudiants en commençant par l'amélioration de leur mobilité, 200 bus Trans Academia ont été mis en service en attendant que le chiffre arrive à 480 bus qui vont bientôt arriver au pays. Vous avez dit lors de votre discours sur l'état de la nation que l'année 2022 sera consacrée aux actions concrètes. Et ce mot d'ordre nous interpelle en tant que ministre de votre gouvernement. Car l'action gouvernementale, l'action d'un ministre doit être axée sur la vision du chef de l'État et chercher par tous les voies et moyens la matérialisation de cette vision. Face à l'insuffisance des infrastructures routières, la question qui se pose serait de savoir pourquoi ne pas diversifier les moyens de transport que de se concentrer sur les transports routiers. Le besoin en mobilité dans la ville de Kinshasa représente 47% de la population kinoise. Cependant, tous les modes de transport réunis ne répondent qu'au moins de 50% du besoin de la mobilité. Plusieurs études menées jusqu'à ce jour ont démontré la nécessité d'organiser un transport en site propre. Pas besoin de rappeler, lorsqu'une ville atteint près de 5 millions d'habitants, la dotation de cette dernière d'un train urbain est une nécessité. Le centre d'aujourd'hui, c'est pour permettre le début de pré-travaux. Pré-travaux, ça veut dire la libération des emprises.
Le long du tracé, il y a des concessionnaires qui ont leurs activités. Et aujourd'hui, c'est la descente avec ces concessionnaires pour identifier, cette fois-là, non plus sur map, non plus sur carte, mais en visuel, leur réseau, ça veut dire du câble et ainsi de suite, pour permettre à ce que ça soit déplacé dans un bref délai pour que les travaux commencent. Les travaux proprement dits commencent. Où en sommes-nous avec les projets Kin Métro? Ces projets qui visent à moderniser 300 km du réseau ferroviaire et à doter la capitale des trains modernes. Sa matérialisation devient de plus en plus incertaine. Sur un coût total estimé à 2 milliards de dollars américains, un décaissement d'un montant de 200 millions de dollars a été effectué par le gouvernement, avait révélé Eric Onepunga, directeur général des Métro Kin, expliquant par ricochet que ces fonds aidant à réaliser les pré-travaux avant les travaux proprement dits. Mais sur terrain, rien n'est fait. À Masina Petro Congo comme à Kingabwa, pour ne citer que ces deux sites, le chemin de fer connaît un délabrement très avancé. L'on s'interroge jusqu'à quand ces projets pourraient prendre corps. Il n'y a pas que le train urbain qui peut décompter cette difficulté des transports à Kinshasa. On parlerait aussi de la voie fluviale. Jour pour jour, il y a de cela près d'un an, Chéribin Okende, alors ministre des Transports, avait passé une commande de 20 unités fluviales, autrement appelées bateaux, qui devraient être exploitées sur le fleuve Congo, notamment par la Société des Transports au Congo, dans ce volet transco-fluvial. Malgré cela, il s'observe encore à ces jours le manque de mécanismes pérennes de financement tant public que privé de ces secteurs. Pensez à la diversification des voies de transport est la meilleure des choses qui puissent exister afin de vaincre les embouteillages et difficultés liées au transport en commun qui frappent de plein fouet la capitale. Le 17 avril de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre l'hémophilie, une maladie hémorragique héréditaire due au déficit d'un facteur de coagulation. L'objectif de la journée est de sensibiliser un large public aux réalités de cette maladie et mobiliser le plus grand nombre en faveur de l'intégration des patients. Suivant ce reportage, il est signé Rachel Misenga et Giscard Tamba. Pour cette année, le thème retenu est « Accès pour tous, la prévention des saignements comme référence mondiale de soins ». L'hémophilie, cette maladie qui touche essentiellement les hommes, empêche le sang de coaguler. Les drames est qu'elle est mal diagnostiquée au Congo comme en Afrique. Dr Longenge Lowai, pédiatre à l'hôpital général de Kinshasa, nous en parle. C'est une maladie grave parce qu'elle est ignorée par la plupart de personnes. Alors, en ce qui concerne la clinique, il faudrait que les mamans ou bien les parents fassent beaucoup d'attention pendant la circoncision. Donc, lorsque on pratique la circoncision et que vous constatez que l'enfant est en train de saigner, c'est-à-dire que le sang continue à couler sans s'arrêter, c'est déjà un signe d'appel. L'autre signe d'appel, c'est quand l'enfant commence à marcher, vous voyez, il court, il tombe et tout ça, il peut avoir des petits traumatismes au niveau des articulations. Alors, par rapport au traitement, il y a des aspects. Le premier aspect, c'est la prévention. Et dans la prévention, pour toute personne qui est déclarée hémophile et qui doit bénéficier d'un acte chirurgical, en ce moment-là, il faut qu'on lui administre les facteurs qui manquent pour permettre que la chirurgie puisse se dérouler normalement. Alors, par rapport au traitement curatif, c'est-à-dire une personne qui est connue hémophile et que lorsqu'il se retrouve dans une situation où il est blessé ou bien il a eu un traumatisme et qui saigne au niveau des articulations, même au niveau du cerveau également, le traitement consiste donc à l'administration du facteur qui manque. Un appel à l'action est lancé pour la communauté en 2023. Cet appel vise à coaliser les forces et défendre auprès de responsables politiques locaux et de gouvernements un meilleur accès au traitement et aux soins en mettant l'accent sur une meilleure prévention, car dit-on, vaut mieux prévenir que guérir. Le ministre des Sports, François Kaboulo Mona Kaboulo, a reçu dans son cabinet de travail la délégation du Festival africain des arts martiaux qui se tiendra à Kinshasa du 17 au 24 juin prochain au Stade des Martyrs. Ce sera sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Blaise Tukuzola. Dans son cabinet de travail, le samedi 15 avril 2023,
Le ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kaboulou-Monakaboulou, a reçu en audience la délégation du Festival africain des arts martiaux FADAM en sigle, en prévision de l'organisation de la 2e édition de cette messe sportive et culturelle que la RDC va accueillir du 17 au 24 juin de l'année en cours, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le préparatif de la 2e édition de ce rendez-vous sportif et culturel qui attend recevoir près de 5000 athlètes et 1000 artistes venant de 60 différents pays ont été au menu des échanges entre le dirigeant franco-chinois d'origine camerounaise, initiateur de FADAM, et les patrons de sport congolais. Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Gérard Depardieu, etc., etc. Ces grands noms, ces grandes personnalités qui apportent un soutien infaillible pour le FADAM, à voir au niveau de leur message. Quand vous voyez Jackie Chan qui dit « Je souhaite longue vie à FADAM », quand vous voyez Jean-Claude Van Damme qui dit vraiment, qui reconnaît en FADAM une grande organisation mondiale, alors ces personnalités qui soutiennent sont bien entendu invitées pour qu'ensemble nous célébrons cette grande fête mondiale. S'agissant de l'accompagnement du gouvernement congolais, le président fondateur de cet Open des arts martiaux a témoigné des assurances obtenues sur son implication dans l'aspect logistique. En croire Maître Dominique, le FADAM est la matérialisation de son rêve, celui de permettre à la jeunesse africaine de faire valoir ses talents et se mesurer aux meilleurs athlètes du monde. La 2e édition aura lieu dans 2 mois à Kinshasa, sous la bénédiction du chef de l'État par l'entremise du ministère des Sports et Loisirs et celui de la Culture. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Pour la redynamisation de son économie, la Côte d'Ivoire a conclu un programme avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le programme est appuyé par un financement de plus de 2000 milliards de francs CFA. Edouard Funda. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de son plan national de développement 2021-2025, basé sur l'accélération de son développement économique, la Côte d'Ivoire a conclu un accord avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le programme inclut un financement de plus de 2000 milliards de francs CFA, financement qui témoigne de la confiance accordée à la Côte d'Ivoire selon les autorités. Parlant des chocs mondiaux actuels, notamment la pandémie Covid-19, du resserrement financier mondial et des retombées négatives de la guerre de la Russie en Ukraine, l'économie ivoirienne a enregistré un ralentissement en 2020 avec taux de croissance de 2% avant de réaliser un bond de 7,4% en 2021, retrouvant ainsi son sentier de croissance. À noter que la Côte d'Ivoire multiplie ses actions pour le développement de son économie, le pays projette de se hisser au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Et puis, je l'avais annoncé en titre, au Soudan, les combats qui ont éclaté depuis samedi entre les forces paramilitaires de soutien rapide au général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée contrôlée par le général Abdel Fattah al-Burhan se poursuivent. Le bilan fait état de plus de 100 morts et une centaine de blessés également. La communauté internationale appelle les différentes factions soudanaises à un cessez-le-feu immédiat et des solutions politiques justes à cette crise. Encore une fois, Edouard Funda. La situation est toujours confuse au Soudan. Khartoum, la capitale du pays, est toujours sous le théâtre de combats meurtriers après une journée de violents affrontements. Dans plusieurs quartiers, l'on note de nombreux dégâts matériels, comme le montrent ces images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux. Les habitants pris entre deux feux tentent de se mettre à l'abri. Les combats qui ont été éclatés samedi 15 avril 2023 opposent deux anciens alliés, les paramilitaires des forces de soutien rapide, dirigés par le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit MDIT, et les unités de l'armée fidèle au général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du Soudan depuis son coup d'État du 25 octobre 2021. Ces affrontements sont les premiers du genre depuis que les deux anciens alliés ont uni leurs forces pour renverser le président Omar Hassan el-Béchir en 2019.
À l'origine de la discorde entre les deux officiers, la montée des tensions autour de l'intégration des RCF dans l'armée. Des accords sur les calendriers a retardé la signature d'un accord soutenu par la communauté internationale avec les partis politiques sur une transition vers la démocratie. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse. Les journaux parus ce lundi 17 avril 2023 matin sont plus revenus sur les déclarations de Paul Kagame sur les territoires de la RDC tenus au Bénin, mais aussi de la zizanie qui se constate dans la Société nationale des hydrocarbures au Congo, Sonaïdroc en sigle. Au journal L'Avenir, de titrer sur sa manchette « Kagame, une provocation de trop ». Pour le journal de l'avenue Bakongo à la Gombe, depuis que la RDC a commencé la destruction des thèses mensongères de Kagame reposant sur les FDLR pour justifier l'agression du Grand Congo, le Rwanda se voit obligé d'abandonner un sujet qui ne trouve plus preneur et dont le discours ne passe plus. Contre toute attente, il se permet de réclamer certains territoires congolais. Forum des As est revenu sur la réponse du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya à Kagame. Pour Patrick Mouyaya, ce discours ne passe pas. Dans un tweet, le ministre de la Communication a indiqué que les propos de Paul Kagame constituent une nouvelle provocation. Ce qu'il ne dit pas, poursuit le ministre, c'est qu'il est la cause de l'insécurité dans l'Est, créateur du RCD, CNDP, M23, diverses rébellions pro-rwandais ayant servi dans la région depuis 1998. Il fournit armes et munitions à tous ceux qui déstabilisent l'Est de la RDC. Sur le même sujet, Africa News laisse entendre que sans nul doute, autour de la guerre de M23, le Rwanda a pris le temps et la méchante idée d'échafauder des revendications foncières et territoriales que son président a dévoilé lors de ce point de presse samedi dernier dans le palais présidentiel du Bénin où il a été invité par son homologue Patrice Talon. Affaire Sonaïdroc avec le DG Marcelin Bilomba et le conseil d'administration, la prospérité a mis sur sa une Sonaïdroc. Marcelin Bilomba toujours aux commandes. Pour le quotidien du quartier Montfleury à Kinshasa, le directeur général Bilomba continue à poser des actes de gestion conformément à l'ordonnance du président de la République le nommant. Marcelin Bilomba est et reste respectueux des textes légaux à la Sonaïdroc. La compétence étant d'attribution, seul le président de la République et le ministre en charge du portefeuille peuvent déchoir ou suspendre le directeur général si les actes de mégestion sont établis. Le tri-hebdomadaire Géopolis renchérit sur sa manchette « Confusion des rôles à la Sonaïdroc, le directeur général est en place selon les textes réglementaires », tout en appelant le ministre d'État en charge du portefeuille Princesse Adèle Kaïnda à mettre fin à l'usurpation des fonctions à la Sonaïdroc. Le journal rappelle qu'en droit administratif congolais et tenant compte de la théorie de l'acte contraire, la compétence est d'attribution. Ainsi donc, seul le président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement et de la bonne marche des institutions, Félix Tshisekedi Tshilombo, et la ministre de tutelle en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, peuvent déchoir ou suspendre un directeur général d'une entreprise publique si les actes de mégestion sont établis et avérés, dit le journal. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Les réactions n'en finissent pas en RDC après les déclarations du président rwandais Paul Kagame sur son regard de la crise dans la région des Grands Lacs. Et puis à la une également, vous l'avez suivi, début aujourd'hui du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale. Le programme a été lancé par le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya. À l'international, le Soudan à feu et à sang au 3e jour des combats en pleine capitale. On compte plus de 100 civils tués. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.